conférence du professeur Roger Garoui. C'est un très grand plaisir que le professeur a donné 3 conférences dans ce colloque. La première était hier sur l'islam et la modernité. Le matin, il a commenté son livre Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Et aujourd'hui, maintenant, il va nous parler d'un sujet qui n'est pas moins important, à savoir le niveau des ordres mondiaux. Et le professeur Garoui compte parmi les grands spécialistes et les grandes références pour l'analyse socio-économique, socio-politico-économique actuelle qui règne dans le monde. Je lui cède immédiatement la parole. Et après, on va ouvrir une séance questions-réponses en rapport avec le sujet. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs et chers frères, ce que l'on appelle ordinairement dans la presse le nouvel ordre international n'est en réalité qu'une forme camouflée de l'ancien désordre colonial. Et il peut nous conduire à une 3e guerre mondiale. Israël peut en être le détonateur. Et c'est là un danger mortel pour l'humanité tout entière. C'est ce que j'ai voulu dénoncer dans mon livre « Les mythes fondateurs de la politique d'Israël ». J'avais écrit un autre livre sur la Palestine, terre des messages divins, en 1982, c'est-à-dire au lendemain de l'invasion du Liban, des crimes de guerre d'Ariel Sharon, responsable de la mort de 20 000 Libanais, comme des massacres de Chabra et Shatila. Ce livre était destiné à montrer que cette agression ignominieuse contre les résistants palestiniens à l'occupation de leur pays et contre le peuple libanais était dans la logique de la politique sioniste. Nous l'avions à l'époque montré dans un article commun avec le prêtre catholique le père Lelon, le pasteur protestant Mathieu. Nous avions écrit dans le journal Le Monde un article qui valut à son directeur Jacques Fauvet, au père Lelon, au pasteur Mathieu et à moi-même 3 procès que nous avons gagnés et qui condamnait la LICRA, c'est-à-dire l'organisation sioniste française. Le tribunal jugeait, je cite, la critique licite de la politique d'un État et de l'idéologie qu'il inspire, en l'occurrence le sionisme, n'a rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme. C'est tout ce que nous avions voulu démontrer avec Lelon et Mathieu. Aujourd'hui, la situation est différente. Après l'implosion de l'Union soviétique, livrée à la restauration du capitalisme, après la volonté américaine de destruction de l'Irak, le danger sioniste prend d'autres dimensions, et cette fois à l'échelle mondiale. Les signes annonciateurs en sont nombreux. Déjà, lors de la gigantesque mise en œuvre de moyens militaires contre l'Irak, alors que nul n'avait bougé, lorsqu'Israël avait occupé les frontières de tous ses voisins et annexé Jérusalem, c'est un ancien ministre du général de Gaulle, M. Imperfit, qui montrait dans le Figaro que 2 lobbies avaient poussé les États-Unis dans la guerre. Premièrement, le lobby sioniste pour éliminer l'Irak. Deuxièmement, le lobby des affaires pour stimuler l'économie américaine. La collusion américano-sioniste dans la préparation à une nouvelle guerre apparut encore, et ce fut le déclenchement de mes réflexions sur ce livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, lorsqu'à Sharm el-Sheikh, M. Shimon Peres désigna cette fois l'Iran comme une nouvelle cible, inspirateur du terrorisme mondial, disait-il, pour justifier une nouvelle attaque contre le Liban qui a été couronnée par le massacre de Qada. Le fil conducteur de ma réflexion sur ce désordre international nouveau et sur le rôle nouveau de la politique israélienne en ce qui concerne non plus seulement le Proche-Orient, mais la politique de domination mondiale des États-Unis, fut le véritable discours sur le nouvel ordre international que constitue l'article programme de M. Samuel Huntington,
sur le choc des civilisations en 1994. Jusque-là, le Pentagone, le ministère de la Défense américain, avait simplement exprimé l'utopie optimiste de son rêve de domination mondiale avec le livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire, qui consisterait à imposer au monde entier la pire théorie libérale de la domination, celle que j'ai appelée le monothéisme du marché. La thèse de Samuel Huntington est beaucoup plus subtile. Elle montre les obstacles à la réalisation de ce nouvel ordre mondial. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant un demi-siècle, la politique de surarmement américain avait donné pour prétexte la menace soviétique. C'était au nom de la sécurité américaine, la justification d'agressions dans tous les points du monde, comme si la sécurité américaine avait été menacée au Vietnam ou en Corée, à 10 000 kilomètres des États-Unis. Cela avait justifié leur soutien à toutes les dictatures militaires de l'Amérique latine, comme aux Philippines de Marcos, et à la protection de l'apartheid dans l'ancienne Afrique du Sud, avant bien entendu l'arrivée de Mandela. Après l'effondrement de l'URSS, il fallait trouver un remplaçant dans le rôle du méchant, de l'empire du mal, comme disait Reagan, que l'on pouvait combattre sur 3 continents. Et alors, le remplaçant, ce fut l'islam. L'islam qui, du fait qu'il est répandu dans le monde entier, fait peser, disent les théoriciens américains, une menace mondiale de terrorisme qui justifierait la continuation et même l'accélération de la course aux armements et les occasions d'intervention économique ou militaire dans tous les points du monde. Les thèses de Huntington sur le choc des civilisations constituaient la base théorique de cette nouvelle orientation stratégique du nouvel ordre international. Ces conclusions de Huntington sont révélatrices. Je vous le cite. Le choc des civilisations dominera la politique mondiale. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front de l'avenir. Et dans ses conclusions, dans les conclusions de son article, qui maintenant est devenu un livre, il montre clairement les implications politiques de son analyse du point de vue de la politique internationale. Je vous cite cette conclusion. Premièrement, limiter l'accroissement de la force militaire des États confucéens, c'est-à-dire la Chine, et musulmans. Ne pas trop réduire les capacités militaires occidentales et conserver une supériorité militaire en Extrême-Orient et dans l'Asie du Sud-Ouest. Exploiter les différences et les conflits entre États confucéens et États musulmans. Soutenir dans les civilisations non occidentales les groupes favorables aux valeurs et aux intérêts de l'Occident. Et il terminait en disant « L'Occident devra par conséquent conserver la puissance économique et militaire nécessaire à la protection de ses intérêts dans ses relations avec ses civilisations. » Voilà qui a au moins le mérite d'être clair. Et quel peut être le rôle d'Israël dans ce nouvel ordre international ainsi conçu? Israël a une position stratégique déterminante dans cet affrontement de deux mondes tel que du moins que le conçoit M. Huntington. Le père spirituel de l'État d'Israël, Theodor Herzl, lui avait assigné, avant même que cet État n'existât, sa mission fondamentale. Pour créer l'État juif, dans toutes ses démarches auprès des puissances occidentales alors colonialistes, son argument majeur était que, si l'une d'elles était la protectrice de cet État juif, elle aurait non seulement un avantage décisif sur toutes ses rivales, mais cet État représenterait pour tous un coin enfoncé en ouest pour la pénétration coloniale de l'Occident. En 1895, dans son livre L'État juif, il écrivait « Pour l'Europe », je le cite, « Pour l'Europe, nous constituerions là-bas un morceau du rempart contre l'Asie, nous serions la sentinelle avancée
de la civilisation occidentale contre la barbarie de l'Orient. Il est vrai que ce point est resté un point stratégique capital. Le général Eisenhower, dès la fin de la guerre, considérait déjà le Moyen-Orient comme, je le cite, le lieu stratégique le plus important du monde. En effet, Israël a l'avantage de trois privilèges majeurs. Premièrement, sa position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Deuxièmement, sa position économique au cœur de cette partie du monde qui contient la moitié du pétrole du monde, et le pétrole est le nerf de la croissance au sens occidental du mot. Et troisièmement, sa légende théologique de peuple élu de Dieu, avec sa terre promise, servant de couverture aux convoitises occidentales, en plaçant ses exactions, quelles qu'elles soient, au-dessus de toute loi humaine et de toute sanction. Par exemple, sur les 192 condamnations des Nations Unies prononcées contre Israël, et dont le veto des États-Unis les a protégés en dernière instance, toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. Premièrement, examinons ces trois points successivement. La position stratégique. La Palestine, qu'Israël veut annexer tout entière, M. Netanyahou le dit maintenant clairement, comme première étape de la conquête de ce qu'Hitler appelait déjà son espace vital, Lebensraum, c'est-à-dire tout le Proche et le Moyen-Orient, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, par la désintégration de tous les États voisins, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte. Elle est située au carrefour géographique et stratégique de trois continents. L'Europe, dont il se considère comme le front avancé, l'Asie et l'Afrique. Israël est d'abord le passage obligé vers l'océan Indien et l'Asie du Sud-Ouest. De là sa première ambition, malheureusement déjà réalisée, de s'installer dans le golfe d'Aqaba, qui s'ouvre sur la mer Rouge, à condition que le détroit de Tiran soit en de bonnes mains. Et de ce point de vue, la domestication de l'Arabie saoudite pour sa rive nord et de l'Égypte pour sa rive sud par les États-Unis et par Israël a permis d'obtenir en deux temps cette garantie. D'abord par les accords de Camp David, signés aux États-Unis et sous leur pression en 1977, par lesquels était brisé un front possible uni des pays voisins d'Israël et menacé par son expansionnisme. En outre, c'était donner les mains libres à Israël contre tous ses autres voisins. En vertu du quatrième point du programme d'aide des États-Unis, Israël a reçu de 1948 à 1952 autant à lui seul que 5 pays du Mashrek, Égypte, Liban, Jordanie, Syrie et Irak, qui comptaient une population 20 fois supérieure. La coopération militaire a commencé en 1961, mais elle prit une ampleur considérable après Camp David. Le protocole d'entente stratégique signé à Washington en novembre 1981 comportait une livraison d'armes par Reagan plus grande que celle prévue par les accords antérieurs, notamment 75 nouveaux chasseurs F-16, quelques jours avant l'invasion du Liban, si bien que 6 semaines après l'évacuation du désert du Sinaï était engagée l'invasion du Liban. Ainsi commençait à se réaliser le projet du Grand Israël et d'un véritable empire du Moyen-Orient qu'Ariel Sharon définissait déjà en 1981. Je cite Ariel Sharon, « Dans les années qui viennent, disait-il, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étend pas seulement aux pays arabes de la Méditerranée, mais à tout le Proche-Orient. Elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, à l'Afrique et à la Turquie. » Et à l'exemple des États-Unis qui chassaient les Indiens sans fixer les limites à leur propre expansion, c'est le général Moshe Dayan qui disait en 1982, je cite, « Prenez la déclaration américaine de l'indépendance. Elle ne contient aucune mention de limite territoriale.
nous ne sommes pas obligés de fixer les limites de l'État d'Israël. Tout ceci sous la protection inconditionnelle des États-Unis, non seulement parce que du point de vue diplomatique, ils opposaient leur veto à toute sanction, mais parce qu'ils fournissaient les armes du crime. Par exemple, sur les 567 avions dont disposait Israël à la veille de l'invasion du Liban, 457 provenaient des États-Unis, subventionnés par les dons et par les prêts de Washington. Cette politique de surarmement est couronnée par un équipement nucléaire sur lequel Israël, se plaçant en ceci comme en tout au-dessus de toute légalité internationale, il refuse tout contrôle de sa politique nucléaire. Le 29 juin 1975, le journal israélien Haaretz écrivait, sous la plume de Shlomo Aharonson, je cite, « L'arme nucléaire est l'un des moyens qui peuvent renverser l'espérance des Arabes d'une victoire finale sur Israël. Un nombre suffisant de bombes atomiques pourrait causer des dommages énormes dans toutes les capitales arabes et provoquer l'effondrement du barrage d'Assouan. Avec une quantité supplémentaire, nous pourrons toucher les villes moyennes et les installations pétrolières. Il y a dans le monde arabe, c'est toujours le même article, il y a dans le monde arabe une centaine de cibles dont la destruction enlèverait aux Arabes tous les avantages qu'ils ont retirés de la guerre du Kippour. C'est dire que l'État d'Israël n'est plus seulement le mandataire d'un colonialisme collectif de l'Occident, ce qu'il a toujours été, mais cette fois, sous hégémonie américaine, il est devenu pour les États-Unis une pièce majeure dans le rapport de force sur l'échiquier planétaire, et ceci bien au-delà du Proche-Orient. Voilà pour sa position stratégique. Deuxièmement, quel est son rôle comme gendarme des pétroles du Moyen-Orient? Dans cette politique mondiale, ce nouvel ordre mondial, comme ils disent, Israël joue un rôle privilégié comme gendarme des champs pétroliers du Moyen-Orient. Or, plus encore, depuis la chute du Shah d'Iran. Jusque-là, le Shah d'Iran, tant qu'il régnait, assurait aux États-Unis le contrôle du golfe Persique, et notamment du détroit d'Ormuz, où transite la moitié du pétrole mondial. Maintenant, Israël est investi de cette charge. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans son rêve d'expansion du Grand Israël, qui coïncide si bien avec les visées des États-Unis dans la région, son rôle essentiel, grâce à son hégémonie dans la presse mondiale, est de diaboliser le nouvel Iran, après avoir diabolisé l'Irak, en lui attribuant la fonction satanique d'être le chef d'orchestre clandestin du terrorisme mondial. Il est vrai que depuis Hitler, toute résistance à une occupation étrangère est considérée comme terroriste. C'est comme terroriste, pour ma part, que j'ai été arrêté le 14 septembre 1940 pour faire 3 ans de prison et de camp de concentration. Et aujourd'hui, il en est de même. Lorsqu'un résistant libanais, qu'il soit disciple ou non de Khomeini, tire sur un soldat israélien, non pas en Israël, mais un soldat israélien de l'armée d'occupation illégale dans le sud du Liban, on commence à crier « c'est du terrorisme ». Mais lorsqu'on écrase délibérément sous les bombes des civils réfugiés dans un camp de l'ONU à Cana, ça c'est la lutte contre le terrorisme. C'est exactement comme au temps où Hitler fusillait 40 résistants pour punir le terroriste qui avait abattu un commandant allemand à Paris, ou lorsque les États-Unis considéraient que leur sécurité était en péril à 10 000 kilomètres de leurs frontières, détruisant au napalm des centaines de milliers de vies humaines calcinées dans les jungles ou dans les cultures incendiées.